Savoie, semaine dernière. Une Dacia Sandero 2023, 8000 km au compteur, s'éteint 3 fois en pleine montée. Moteur coupé net, voyant en cascade, conducteur bloqué sur la bande d'arrêt d'urgence avec les camions qui défilent. Quand Dacia, dernier bastion du bon sens automobile, produit des voitures qui calent toutes seules, la maladie de l'iPad sur roue a contaminé jusqu'au segment rationnel. Parce que oui, les voitures neuves s'éteignent de plus en plus. Et vous allez découvrir que c'est bien pire que ce que vous imaginez. Ce n'est pas un problème de qualité industrielle, c'est la conséquence directe d'une révolution technocratique qui a transformé l'automobile en laboratoire roulant bourré de capteurs, de boîtiers électroniques et de sécurité qui coupent tout à la moindre humeur électronique. Pendant des décennies, une voiture qui s'éteignait, c'était simple. Panne sèche, courroie qui lâche ou un débutant qui cale à un feu rouge. Aujourd'hui, ta Clio neuve peut te planter sur l'autoroute parce qu'un capteur de position papillon a envoyé une valeur aberrante au boîtier électronique moteur, qui a décidé de passer en mode sécurité pour protéger le catalyseur. Le client, il sert de cobaye pour des systèmes pas au point. Vous trouvez ça normal de payer 25 000 € pour servir de bêta-testeur? Alors quand on parle de voitures qui s'éteignent en 2024, de quoi on parle exactement? Derrière ce terme générique, il y a 4 réalités bien différentes. D'abord, le calage classique. Régime trop bas, mauvaise gestion du ralenti, conducteur novice qui lâche l'embrayage trop brutalement. Sauf que même ce calage traditionnel est aujourd'hui aggravé par le start and stop et la gestion électronique du couple. Les ordinateurs de bord modernes interviennent en permanence sur le couple moteur, créent des stratégies de coupure carburant, modifient l'avance à l'allumage selon des paramètres multiples. Résultat, là où une R5 de 1985 encaissait une manœuvre approximative, une Sandero de 2024 peut caler sèchement si le conducteur ne respecte pas exactement la procédure électronique prévue. L'électronique moderne analyse en temps réel la position de l'embrayage, la charge moteur, la température, la vitesse du véhicule, l'angle du volant et modifie instantanément les paramètres d'injection et d'allumage. Deuxième problème, et c'est là que ça devient intéressant, la coupure moteur, liée à un défaut détecté par l'électronique embarquée. Le scénario le plus fréquent sur les voitures modernes, la centrale de commande moteur détecte une incohérence sur un capteur, pression carburant qui fluctue, position vilebrequin erratique, débit d'air anormal, papillon qui répond bizarrement, réaction immédiate, passage en mode sécurité, qui peut aller jusqu'à la coupure complète pour prétendument protéger le moteur ou éviter un dépassement des seuils d'émission. Et devinez qui paie quand ça casse? C'est la logique des normes européennes poussées à l'extrême. Mieux vaut immobiliser le client que risquer quelques grammes de CO2 en trop sur le cycle d'homologation. Les constructeurs programment leurs boîtiers électroniques avec des tolérances de plus en plus strictes. Cette paranoïa électronique transforme le moindre pépin en drame. Les marges de tolérance qui permettaient autrefois à une voiture de fonctionner malgré un petit défaut ont été sacrifiées sur l'autel de l'optimisation. Un moteur des années 90 pouvait rouler des milliers de kilomètres avec un capteur défaillant. Aujourd'hui, c'est arrêt immédiat et passage en concession obligatoire. Troisième piège, la coupure électrique pure, perte d'alimentation. Batterie faiblarde, alternateur piloté qui déconnecte, problème de masse, boîtier de servitude défaillant. Sur une voiture moderne, une tension même légèrement basse peut déclencher des cascades de défauts en série. Avec le start and stop généralisé et les batteries EFB ou AGM plus sensibles, c'est jouer à la roulette russe. Les batteries modernes sont conçues pour des cycles de charge-décharge spécifiques. Elles supportent mal les petits trajets répétitifs, les températures extrêmes, les périodes d'immobilisation. Et quand la tension chute, même légèrement, c'est l'effet domino. Ordinateurs de bord qui se mettent dans défaut, capteurs qui envoient des signaux erronés, système de sécurité qui s'active intempestivement. Une batterie traditionnelle au plomb de 2005 acceptait des variations de tension importantes sans broncher. Les nouvelles batteries EFB ou AGM, plus performantes sur le papier, deviennent capricieuses dès que les conditions sortent de l'optimal. Et comme toute l'électronique moderne dépend d'une alimentation stable, une faiblesse de batterie peut paralyser complètement une voiture récente, là où un modèle ancien continuait de rouler. Et enfin, le cas le plus moderne, les dysfonctionnements liés au système micro-hybride 48 volts. Ces mild hybrides peuvent provoquer des comportements totalement erratiques. Coupures plus fréquentes que prévues, redémarrage tardif ou raté, à-coups, voire défauts parasites liés à l'interaction entre la chaîne 12 volts classique et le nouveau système 48 volts.
C'est l'usine à gaz typique imposée par les quotas CO2 européens, où on empile les technologies sans maîtriser leurs interactions. Le système 48 volts est censé assister le moteur thermique, récupérer l'énergie au freinage, alimenter la direction assistée et la climatisation. En pratique, c'est un niveau de complexité supplémentaire avec ses propres pannes, ses propres défauts, ses propres incompatibilités avec l'électronique 12 volts traditionnelle. Deux réseaux électriques différents qui doivent communiquer en permanence, avec des convertisseurs, des boîtiers de gestion, des capteurs supplémentaires. Mais pourquoi cette épidémie d'arrêt intempestif maintenant? Parce qu'on a créé un cocktail explosif entre les diktats réglementaires de la Commission européenne et la course aux gadgets des constructeurs. Commençons par le Start and Stop, cette arnaque vendue comme révolutionnaire il y a 15 ans. Sur le papier, c'est magnifique. Quelques grammes de CO2 en moins au cycle d'homologation, une image de modernité technologique. Dans la vraie vie, un démarreur ou un alterno-démarreur sollicité en permanence, une batterie spéciale, plus chère et plus sensible, une stratégie de recharge agressive avec un alternateur piloté et une voiture qui passe sa vie à s'éteindre et se rallumer. Sur une voiture simple des années 90, un ralenti stable plus une batterie correcte, ça vit 10 ans sans broncher. Sur une tablette roulante moderne, la moindre faiblesse de tension peut faire partir la voiture. Et le pire, c'est que ce système est maintenant imposé par la réglementation européenne sur pratiquement tous les modèles neufs. Le Start and Stop moderne n'est plus un simple coupe-circuit, c'est un système complexe qui analyse la température moteur, la température extérieure, le niveau de charge de la batterie, l'état du chauffage, de la climatisation. Quand l'un de ces paramètres sort des tolérances programmées, le système peut dysfonctionner, redémarrer intempestivement ou au contraire refuser de redémarrer. Le conducteur se retrouve bloqué à un feu rouge, moteur coupé, impossible de redémarrer, avec la file de voitures qui s'impatiente derrière. Deuxième poison, les moteurs downsizing turbo. Ces petits blocs suralimentés, présentés comme l'avenir de l'efficacité énergétique, sont en réalité des bombes à retardement. Stratégie de refroidissement complexe. Tu perds un capteur, tu as une pression d'essence légèrement borderline, une sonde lambda qui délire, et la voiture te fait payer cash avec un passage en mode dégradé, voire un arrêt complet. On nous a vendu ça comme moderne et efficace. En réalité, c'est souvent une machine à frais une fois la garantie expirée. Un moteur atmosphérique 1,6 litre de 2005 encaisse beaucoup plus d'approximation qu'un 1 litre turbo de 2023. La fiabilité a reculé au nom de l'efficacité sur papier. Les moteurs downsizing fonctionnent avec des pressions de suralimentation importantes, des températures élevées, des contraintes mécaniques au maximum. Pour tenir ces contraintes, tout doit être parfait. Pression d'huile, température de fonctionnement, qualité du carburant, état du filtre à air. Et devinez qui paye la facture? Les centrales de commande modernes surveillent en permanence ces paramètres et coupent le moteur au moindre dépassement pour éviter la casse. Résultat, des arrêts intempestifs qui auraient été impensables sur un moteur atmosphérique traditionnel. Un 2 litres atmosphérique des années 2000 acceptait des écarts de température, de pression, de qualité carburant. Il continuait de tourner, même dans des conditions dégradées. Un 1 litre turbo moderne s'arrête net dès qu'un paramètre sort de la fenêtre de fonctionnement optimale. Cette fragilité programmée transforme chaque trajet en potentielle panne. Les constructeurs ont sacrifié la robustesse sur l'autel de l'homologation. Ils conçoivent des moteurs qui fonctionnent parfaitement dans les conditions idéales du laboratoire, mais qui flanchent dès que la réalité de l'usage quotidien s'en mêle. Troisième facteur qui va vous choquer, les contraintes réglementaires. Cartographie de dépollution intrusive, réduction des marges de sécurité mécanique, multiplication des systèmes anti-pollution et de gestion électronique. L'objectif n'est plus de satisfaire le conducteur, mais de satisfaire les cycles d'homologation et les technocrates de la Commission européenne. Le consommateur veut un truc qui démarre au quart de tour et qui roule sans histoire. Les bureaucrates européens veulent des courbes Excel parfaites et des émissions conformes aux dernières lubies écologiques. Devinez qui gagne cette bataille? Les normes Euro 6D, puis Euro 7, imposent des seuils d'émissions si bas que les constructeurs sont obligés de programmer des stratégies de fonctionnement de plus en plus restrictives. Filtres à particules qui se régénèrent en permanence, vannes GR qui recirculent massivement les gaz d'échappement, injection d'AdBlue pilotée au gramme près, chacun de ces systèmes peut provoquer un arrêt de sécurité si ces conditions de fonctionnement ne sont pas parfaitement respectées.
Un moteur moderne doit satisfaire simultanément des dizaines de paramètres anti-pollution en temps réel. Température des gaz d'échappement, richesse du mélange, efficacité du catalyseur, niveau d'AdBlue, état du filtre à particules, fonctionnement de la vanne EGR. Le moindre dysfonctionnement sur l'un de ces éléments peut déclencher une procédure d'arrêt d'urgence. L'ordinateur de bord préfère immobiliser la voiture plutôt que de risquer un dépassement des normes. Cette logique bureaucratique a transformé l'automobile en dispositif médical ultra sensible. Nos pères conduisaient des voitures qui continuaient de rouler même en crachant de la fumée noire. Nous, on a des voitures qui s'arrêtent net parce qu'un capteur détecte 3 particules de trop dans l'échappement. Et enfin, le piège de l'électronique centralisée. Plus il y a de boîtiers électroniques dans une voiture, plus il y a de mises à jour, de problèmes de compatibilité, de défauts parasites, de faux contacts et surtout de pannes fantômes impossibles à reproduire à l'atelier. C'est l'antithèse de ce que devrait être une automobile. Moins il y a de choses, moins ça casse. Nos grands-pères le savaient déjà. Une voiture moderne embarque entre 50 et 100 ordinateurs de bord selon les modèles. Centrale de commande moteur, boîtier de gestion boîte, ordinateur ABS, centrale airbag, gestion climatisation, système multimédia, télématique embarquée. Tous ces boîtiers communiquent entre eux via des réseaux multiplexés, CAN, L-in, Ethernet. Quand l'un d'eux dysfonctionne, il peut parasiter tout le réseau et provoquer des défauts en cascade totalement imprévisibles. Mais revenons à notre Dacia qui cale. Parce que si c'était juste un problème de voiture premium bourrée de gadgets, on pourrait se dire que c'est le prix à payer pour le luxe. Mais quand Dacia, historiquement le champion de la simplicité et du bon sens, commence à montrer les mêmes symptômes, c'est que la maladie a gagné le dernier segment rationnel du marché français. Dacia, c'était pourtant la philosophie inverse. Conception plus simple, moins de gadgets, approche outil plutôt que jouet technologique, coût d'entretien bas. La marque roumaine rachetée par Renault avait trouvé sa place en proposant l'essentiel sans le superflu. Mais Dacia ne vit pas hors sol. Résultat, même une Sandero 2023 peut te lâcher avec un défaut de capteur position pédale d'accélérateur ou un bug du système start et stop. Et derrière, qui trinque? Les familles françaises qui se saignent pour acheter du neuf en croyant que c'est plus sûr et qui se retrouvent avec une fiabilité de loterie mécanique. La nouvelle Sandero embarque désormais un écran tactile central, des assistances à la conduite obligatoire, un système start et stop non désactivable définitivement, une direction assistée électrique, des feux de jour LED, un système de surveillance de la pression des pneus, autant de systèmes supplémentaires qui peuvent tomber en panne et provoquer des dysfonctionnements. Les motorisations d'avant 2010 étaient conçues avec des marges de sécurité importantes, des tolérances larges, une philosophie de robustesse. Les pannes existaient, mais elles étaient réparables par n'importe quel mécanicien compétent. Pour les gros rouleurs, un diesel récent peut encore se défendre, mais tu acceptes le piège technique. FAP, EGR et parfois l'usine à panne AdBlue. C'est jouer à la roulette russe avec ton budget transport. Le diesel moderne, quand il fonctionne correctement, reste imbattable en consommation et en couple. Mais il faut accepter les contraintes. Trajet long régulier pour les régénérations du FAP, carburant de qualité, entretien strict. Alternative souveraine et pragmatique pour qui veut rester dans le neuf. Le 85, quand c'est compatible, est bien calibré. C'est une des rares pistes made in France et pouvoir d'achat qui ne dépend pas d'une perfusion de bonus écologiques et d'un import chinois massif. L'éthanol produit en France à partir de betteraves et de céréales représente une vraie indépendance énergétique. Le prix à la pompe divise par 2 le budget carburant. Parce que regardons qui gagne vraiment quand les voitures neuves deviennent instables et complexes. Les technocrates non élus de la Commission européenne cochent leur case CO2 sur Excel. Les constructeurs vendent de la technologie, des options et du passage atelier hors garantie. Les organismes de crédit et de leasing enferment le client dans des mensualités. Et surtout, la Chine automobile, parce qu'on a méthodiquement détruit le thermique européen à coups de normes impossibles, ouvrant un boulevard aux importations électriques subventionnées. Le grand perdant, le français moyen, qui voulait juste une voiture neuve, simple, fiable, pour aller bosser et partir en vacances. Il se retrouve avec un concentré de technologie qu'il ne maîtrise pas, qu'aucun garagiste indépendant ne peut réparer correctement. Ce français moyen finance avec ses impôts les normes qui rendent sa voiture moins fiable, puis finance avec ses mensualités les technologies qui ne lui rendent pas service, puis finance avec ses réparations les pannes provoquées par cette surcomplexité.
Cette révolution de l'iPad sur roue n'est pas un progrès, c'est une régression déguisée. Nos pères et grands-pères avaient des voitures plus fiables, avec infiniment moins de technologie embarquée. Ils savaient que la complexité est l'ennemi de la fiabilité. Nous, on a oublié cette leçon de bon sens, au profit des discours marketing et de la soumission aux normes technocratiques. Une Peugeot 504 de 1975 était réparable partout dans le monde avec un tournevis et une clé de 13. Elle faisait 500 000 km sans broncher. Aujourd'hui, une 3008 de 2024 nécessite un diagnostic électronique pour changer un feu arrière, tombe en panne à 80 000 km. Et le pire, c'est que cette dérive va s'accélérer avec l'électrification forcée. Après l'iPad sur roue, on aura l'iPad sur roue à batterie, encore plus complexe, encore plus fragile, encore plus dépendant des mises à jour et de la bonne humeur des ordinateurs de bord. Cette évolution signe la fin de l'autonomie du conducteur et de l'indépendance énergétique européenne. Nos voitures deviendront des smartphones sur roues, obsolètes au bout de quelques années, impossibles à réparer, dépendantes d'un écosystème technologique contrôlé depuis l'étranger. La bagnole qui s'éteint toute seule, c'est le symptôme d'une industrie qui a perdu le nord au profit de la bureaucratie verte. Et ce n'est que le début de la descente aux enfers pour le consommateur européen, pris en otage entre les diktats de Bruxelles et les intérêts financiers des constructeurs.